Ah bah voilà, un scientifique qui Voilà. devrait être à notre place, Non. quoi. Et on va lui donner, Enfin. Non, mais justement. on va lui donner la parole 10 minutes. Ouais, mais alors 10 minutes et demie, parce que justement j'étais sensible à 10 minutes et 30 secondes, alors. ta réflexion tout à l'heure sur la légitimité. Je pense que, la légitimité de la sociologie, c'est avant tout que c'est un sport de combat. Et du coup, c'est en ce sens que moi, je suis heureux d'être ici, en fait, voilà. Vous m'entendez pas? Ouais, voilà. Je parle avec les mains, donc du coup, c'est embêtant, en fait. Voilà. Donc, ouais, je vais lire parce qu'en fait, je me suis plié à la violence du cadre qui 10 m'a minutes. demandé de parler 10 minutes. Et du coup, bon, pour pas déborder, pour donc rester dans mon temps de parole, je vais vous lire en fait ce que je souhaitais vous dire. Voilà. Alors donc, deux axes de réflexion, de mon point de vue, contribuent à rendre compte de la difficulté à conceptualiser la violence sous toutes ses formes. Donc d'abord, elle est difficile à circonscrire du fait de son hétérogénéité et de son extension quasi permanente dans des actes sociaux qu'elle recouvre. Donc des incivilités au massacre, du terrorisme au crime passionnel, des licenciements au harcèlement, et j'en passe. Voilà. Par ailleurs, nous avons massivement tendance à considérer les actes criminels, délictueux et incivils et les conflits internationaux comme donc, les manifestations les plus évidentes de la violence. Ce sont les déclinaisons de cette violence-là qui sont mises en scène et esthétisées médiatiquement pour être massivement déplorées, désapprouvées ou approuvées, enfin, instrumentalisées, et ainsi le plus souvent condamnées socialement, voire judiciairement, aussi graves ou indignes que soient les souffrances sociales qu'elles symptomatisent. Alors cela se formule donc sur le registre du bon, effectivement, la situation de Madame Machin ou de Monsieur Truc était calamiteuse, indigne, mais quand même, la forme n'y est pas. Cela devrait se dire ou se revendiquer ou se souffrir de manière plus orthodoxe, de manière plus propre sur soi, en fait, voilà. Donc, alors, de mon point de vue, il est judicieux de faire un petit pas de côté, se détacher un peu de l'attraction fascinante qu'exerce sur nous cette violence subjective, c'est-à-dire immédiatement visible et exercée par un agent clairement identifiable, et donc potentiellement condamnable moralement ou judiciairement, afin de mieux observer finalement le contexte, ou plutôt le cadre qui génère cette violence subjective. Donc cette prise de recul nous permettrait de découvrir qu'une autre forme de violence, donc plus objective, parce que systémique, c'est-à-dire anonyme, donc la violence du cours normal des choses, en fait, voilà. Et cette violence, donc, elle surdétermine nos représentations de la violence et les efforts même pour la déjouer et voire la combattre. Il est symptomatique, comme le montrent les travaux du sociologue Vincent de Gaulle-Jacques, je ne sais pas si vous le connaissez, ou ceux du psychiatre Christophe Dejour, donc plus, que nos sociétés occidentales, si sensibles à la question du harcèlement, sous toutes ses formes, par exemple, soient dans le même temps capables de mobiliser une multitude de mécanismes destinés à rendre insensibles aux formes de violence les plus brutales. Ou comme l'analyse le philosophe Daniel Ben Saïd, donc, dans son texte qui s'appelle donc, Pour une critique de la violence, montre comment la prolifération des violences étatiques s'habille de légitimité nouvelle par une mobilisation massive du discours du droit. Donc, par exemple, la guerre du Golfe, démonstration de force brute, enfin s'il en fut, a ainsi accompagné le fracas des armes par la musique de chambre onusienne du droit international. Voilà. Donc, la sociologie de Pierre Bourdieu, notamment sa sociologie de l'État, et particulièrement pour moi son livre « Langage et pouvoir symbolique », est toujours de mon point de vue un puissant appui pour penser cette violence objective, qu'il appelle symbolique, notamment pour en saisir les effets systémiques. Alors, le concept de violence symbolique, donc, en simplifiant, est au cœur de la sociologie de Pierre Bourdieu. Donc initialement, construit pour penser l'action pédagogique comme imposition par un pouvoir arbitraire, c'est-à-dire l'État, d'une culture arbitraire, c'est-à-dire les valeurs dominantes. Ce concept a peu à peu pris une place centrale dans l'œuvre de Bourdieu, jusqu'à constituer une des pièces maîtresses de sa sociologie de la domination. Donc, réponse à l'énigme du maintien d'un ordre social inégalitaire, la violence symbolique a pour principale caractéristique 2 points. Donc, premièrement, qu'elle ne fait pas appel à la contrainte physique directe ou à l'endoctrinement idéologique. Deuxième point, elle s'appuie sur l'incorporation, l'intégration, l'acceptation par les dominés de repères produits par les institutions sociales dans lesquelles ce qui fait enjeu pour eux est faiblement
ou mal représentée. Et le monde du travail, évidemment, n'y échappe pas. Autrement dit, donc, la violence symbolique, c'est cette violence qui extorque des soumissions qui ne sont même pas perçues comme telles, parfois, en s'appuyant sur des attentes collectives et des croyances inculquées. Donc, la violence objective est donc liée au rouage bien huilé de nos systèmes politico-économiques dont elle traduit les effets systémiques dévastateurs. Donc, elle produit des répertoires de légitimation moraux dont l'un des objectifs est de dissimuler ce en quoi, par exemple, la lutte contre le terrorisme et simultanément l'opportunité de remaniement d'un dispositif d'encadrement des populations, donc nous, d'une limitation des droits et d'un dévoiement des protestations sociales. Donc ce n'est qu'à partir de cet ajustement entre les acteurs sociaux et les croyances sociales que se comprend, selon Bourdieu, la légitimité que les dominés accordent ou se sentent tenus d'accorder au moins en termes de signes, de posture, au rapport entretenu avec les dominants et aux inégalités de conditions. Légitimité qui est à la fois conçue comme la condition, le produit et l'enjeu des violences symboliques. Alors, les interactions sociales nous donnent le spectacle récurrent de ce que je viens de dire. Alors, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de voir sur YouTube donc une vidéo qui met en scène une salariée, alors peut-être syndiquée, je ne sais pas. Tu m'as dit que tu l'avais vue, je ne sais pas bien. Voilà. Donc, cette personne interpelle donc, ses cadres. Et ces cadres, pendant un certain temps, lui tournent le dos. Donc, elle leur parle, et ces gens-là ont le dos tourné. Et il faut qu'ils se sentent finalement observés par la caméra pour qu'ils se tournent et pour qu'ils lui opposent un sourire relativement satisfait et un silence sans faille. C'est Air France, c'est ça? C'est Air France, d'accord, je n'ai pas fait attention à ça, mais du coup, voilà, sans faille. Et alors, ce que j'ai trouvé assez passionnant dans la posture de cette jeune femme, en fait, hein, c'est qu'elle se sent obligée dans l'interpellation, quand même, de dire à ces cadres qui sont impassibles d'un mépris difficilement dépassable, elles sont obligées de leur dire que, en fait, elle ne veut surtout pas aller avec eux sur le registre de la conflictualité. Elle ne veut surtout pas les heurter. Il ne s'agit pas d'une interpellation violente de sa part. Voilà. Donc j'ai trouvé cette manière finalement de se mettre en avant et d'interpeller finalement les dominants assez symptomatique en fait de cette intériorisation d'une certaine forme de soumission en fait. Hein, voilà. Bon. À moi, ouais, je parle avec tes mains, désolé. Laisse-le finir, il reste 10 minutes. Ouais. Alors, ce qui avait d'intéressant à la fin de cette petite vidéo, c'est que quelqu'un dit, ou j'ai cru entendre quelqu'un lui dire, mais les vrais coupables ne sont pas là. Et alors ça m'a fait penser à un film belge, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Louise Michel, de Lépine, voilà, où il raconte en fait l'histoire donc de personnes qui se retrouvent finalement de but en blanc en Picardie. Donc, elles viennent de découvrir que en fait leur entreprise a été délocalisée pendant la nuit, la direction, les machines, les produits ont disparu, et elles se réunissent au café du coin et décident de mettre ensemble, de mettre en commun leur indemnité de licenciement pour engager un tueur à gages pour dire, je cite, buter le patron. Voilà, bon. Et du coup, elle sollicite Louise, donc elle sollicite Michel, qui va être donc le tueur en fait, donc ils partent à la recherche du patron voyou. Voilà. Et au fil de leur aventure, en fait, ils découvrent que celui qu'ils viennent de tuer n'est pas vraiment en fait le patron, n'est pas vraiment à la tête de ce mécanisme-là. Et du coup, de fil en aiguille, ils n'en finissent pas de le chercher, de ne pas le trouver, et finalement d'être confrontés finalement à une violence et à une contrainte sans tête. En fait, voilà. Donc, l'idée, c'est de repérer que localiser et personnaliser finalement le pouvoir et donc l'exercice de la violence objective est une difficulté sans fin, et que projeter sur lui finalement les repères de la violence systémique, c'est-à-dire chercher à identifier, chercher à localiser, est peut-être une impasse. Alors, plutôt que de se lancer donc dans ces possibles cul-de-sac, ces quêtes éperdues, alors de mon point de vue, Bourdieu et Ben Saïd, le sociologue et le philosophe, nous invitent à repenser à nouveau frais les instruments de lutte politique, sans en exclure a priori les expressions délégitimées comme violentes par l'adversaire politique, même s'il est l'État et le droit. Voilà. De sorte que
un droit établi ne puisse jamais se dérober à la question, mais qui t'a fait droit? Parce que tout État est à sa manière un État de droit, jusque dans leurs manifestations les plus répressives, les États totalitaires ont eu le soin d'entretenir un juridisme maniaque. Voilà. Donc il nous invite, à mon avis, à deux choses. Premièrement, à envisager que réprouver la violence en bloc, la condamner comme quelque chose de mauvais en soi, est une opération idéologique par excellence. Une mystification contribuant à occulter les formes fondamentales de la violence sociale et à constituer en figure de l'aliénation ceux qui y souscrivent. Ça, c'est le premier point. Il te reste 1 minute. Et j'ai terminé, tu vois, voilà. Super. Parfait, j'étais bien minuté. On est raccord. Voilà. Et deuxième point, donc, ces deux auteurs, à mon avis, nous invitent aussi à lire de près, comme le faisaient finalement les mouvements ouvriers du XIXe siècle, hein, puisqu'il n'y a pas de contradiction entre lire et puis philosopher et puis agir. Donc, à méditer une petite citation de Hegel, donc, dans les principes de la philosophie du droit, où il fonde la nécessité de ce réexamen de la conflictualité et de la violence comme légitime, moralement. Et il écrit donc « Seule la nécessité du présent peut justifier cette action contraire au droit, car si l'on s'abstient de faire cette action contraire au droit, ce serait une injustice plus grande qui serait commise. » Voilà. Merci. Ok, alors on continue. Non, je voudrais juste rajouter un petit truc sur la violence. Par rapport aux chemises arrachées, tout ça, je disais que les médias nous ont pilé la tête avec ça, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils parlent de violence quand une chemise est arrachée par des ouvriers sur un patron, et jamais de violence quand il parle, par exemple, de l'armée française qui envoie des rafales en Syrie ou en Irak pour bombarder des populations, des enfants, des femmes et des adultes. Ils ne parlent jamais de violence, mais de défense. Parce qu'eux se défendent. Voilà. Donc juste ça. Et je trouve dommage qu'on soit toujours obligé de justifier la violence. Je pense qu'à partir du moment qu'on l'utilise, pour moi, c'est une justification qui n'a pas besoin de justification. Voilà. Si on m'agresse, je me défends. J'ai souvent cité, et je le cite souvent parce que j'aime cette citation, quand je cite cette histoire du Labrador, qui est le chien le plus gentil du monde, et n'importe quel animal le plus gentil du monde, si vous commencez à toucher ou à sa bouffe, ou à ses petits, ou à son toit, eh ben, il vous mordra. Et je pense que malheureusement, nous les êtres humains, on a tendance à appeler les animaux des bêtes, et je pense que nous, à fur et à mesure de l'avancée des sociétés, nous avons perdu cet instinct de survie, cet instinct de révolte que eux, les animaux, ont toujours gardé. Voilà, et je trouve ça juste dommage. On appelle ça de la violence, mais ça n'est tout simplement que de la légitime défense et un moyen de survie quand on est attaqué. Voilà, on devrait rester des animaux parfois, je pense. Là, Laurent, à l'instant, il parlait du film Louise Michel et de ce responsable qu'on trouve jamais. Toi, dans les interviews, tu parlais aussi, et j'ai regardé le film La saga des Conti, là, qui retrace un peu toute votre lutte chez les Conti, de quelque part ce patron qu'on ne trouve jamais. Vous allez jusqu'en Allemagne pour le trouver, et tu parlais des directeurs qui sont sur place. Tu disais, contrairement à ton père, qui était ouvrier, qui lui avait le patron en face, où on pouvait directement faire rapport de force avec lui, là, ça n'existe plus carrément. C'est ça que tu disais, ce sont des hommes de papier. C'est ça. Ouais, bon, c'est plus des patrons. Ouais. Mon père, il a commencé, il travaillait chez Poquelin. Le patron s'appelait Perrier, et quand il y avait une augmentation, quand il y avait une grève, c'est le patron qu'on allait choper dans le bureau. Aujourd'hui, c'est des hommes de paille, c'est des gens qui ne représentent rien. Louise Michel, en fait, ils en tuent je ne sais combien, et on se rend compte à chaque fois que c'est encore un au-dessus, que c'est pas lui. Et voilà, non, mais c'est un film qui est très intéressant. Et voilà, je voudrais vous recommander un bouquin que j'ai lu il y a pas longtemps. C'est le bouquin de Gérard Mordillat, La Brigade du Rire. Je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont lu. En fait,
C'est des gens qui décident un jour d'attraper les espèces d'enfoirés d'économistes qui parlaient tout le temps à la télé ou qui écrivent dans le Figaro et qui vous expliquent qu'il faut baisser le SMIC, qu'il faut passer au travail à 42 heures, augmenter les cadences. Et les mecs chopent ce mec un jour et pendant 3 mois le foutent dans une cave et le font travailler et lui impliquent tout ce que lui écrit dans son bouquin. C'est un truc qui est assez drôle et assez réaliste en fait dans tout ce qui est de tout ce que prône ce mec dans ses bouquins et dans ses chroniques toutes les semaines. Et le mec se rend compte que tout ce qu'il a écrit, c'est ce qu'on est en train de lui faire subir. Et là, il comprend déjà un peu plus les conneries qu'il a écrites pendant des années, quoi. Voilà. François ? Mais on peut passer le responsable qu'on trouve jamais, non? Je sais pas, t'avais... Ouais, non, mais alors, moi, après, ça, faut discuter, faut oui, il me avoir un semblait échange. que t'avais des trucs à dire. Moi, d'abord, par exemple, tu vois, tu parles de la séquence chez Air France. Bon, c'est une très belle séquence parce que, en effet, moi je dis en général les confrontations du capital et du travail, même si les autres c'est pas forcément le capital, mais ça en sont des délégués en tout cas. Bon, là on l'a de visu par exemple, et c'est eux qui fuient et c'est intéressant. Mais je veux dire, en termes de mépris, tu dis on peut pas avoir pire. Quand on connaît le patron d'Air France, de Juniac, et ce qui fait, alors je crois que ça s'appelle les entretiens de Royaumont. Vous avez regardé ça ou pas, non? Moi j'ai 25 minutes à regarder. Le gars, parce que là, il parle, il est au milieu des siens, donc vous savez, c'est comme un repas de communion. Hop, on se déboutonne la ceinture et hop, on est tranquille avec. Il y a Gattaz qui est là, il y a un ministre qui est passé, je sais plus lequel. Enfin bon, voilà, il est devant tout le beau monde de Juniac. Et en gros, il dit au Qatar, ils n'ont pas de syndicats et ils n'ont pas de grève et ils sont plus tranquilles et quand même c'est pas mal. Le travail des enfants, il faudrait quand même se poser des questions sur le travail des enfants. Il y va carrément jusqu'au travail des enfants, hein. Donc franchement, c'est 25 minutes en termes d'arrogance et de mépris et de jusqu'où ils veulent nous ramener, c'est du lourd. Et je veux dire que c'est vrai que face à ça, que les mecs ils aient que 5 chemises arrachées, c'est pas mal. Bon, voilà, moi quand je vois ça, j'ai envie de cogner quand même. Et se dire que là, c'est pour ça que ça me fait le lien avec tu dis, bon, est-ce qu'aller rechercher, identifier des visages et tout ça? Moi, je suis pour. Alors, est-ce que c'est juste économiquement que en fait, De Juniac, c'est pas vraiment l'actionnaire majoritaire de Air France, qu'il y a des gens derrière ça et que bon, enfin voilà, peut-être que économiquement, on peut discuter de mais à un moment, l'ennemi, il faut l'identifier. Et je crois que c'est un des gros problèmes qu'on a. C'est, je vois par exemple, moi mon film là, il est sur Bernard Arnault. C'est vrai que au 19e, au début du 20e siècle, le patron des usines Saint, il était là, les châteaux, ils étaient sur le haut de la vallée. Et bon, voilà, un coup de temps en temps, il y en avait un qui brûlait parce qu'il y avait une proximité de la misère et de la richesse. Aujourd'hui, en effet, il y a ce problème qu'il y a une disjonction géographique notamment, pas seulement, mais entre la richesse de Bernard Arnault qui est à Courchevel, qui est à Saint-Tropez, qui a un hôtel particulier à Paris, et puis ces travailleurs qui eux sont dans le nord de la France ou bien sont à Singapour, bon voilà. Maintenant, je crois que l'un de mes rôles pour moi, c'est d'amener le Paris Match où on voit le mariage de la fille de Bernard Arnault avec une traîne de 65 mètres de long et puis un feu d'artifice incroyable, et aller l'amener aux anciens personnes qui ont été licenciées par Bernard Arnault. C'est de remettre Leader Price, comment travaillent les gens chez Leader Price, face à qui est Jean-Charles Naouri. Et alors on peut dire Jean-Charles Naouri, c'est pas l'actionnaire majoritaire et puis tout ça, mais à un moment, quand même, on a un ennemi, on lui met un visage, on a quand même plus envie de se castagner que contre un truc qui est beaucoup plus général. Donc c'est pour ça que peut-être que c'est vrai économiquement, que les fonds de pension, que machin, que ceci, que cela, mais à un moment, je pense qu'il y a la nécessité politique d'incarner. Il y a la nécessité politique d'incarner l'adversaire et de s'incarner soi-même, de se donner des visages, que ce soit celui de Xavier, quand il est intervenu sur France 2. C'est ça qu'on peut se dire qu'il y a de beau quand même par moment, c'est que le système est bien tenu. Mais je ne sais pas combien durait ta séquence face à Pujadas. 1 minute? Un peu plus. Mais enfin, le temps fort, il dure 2 minutes, allez, peut-être. Hein. On a ce temps fort de 2 minutes, mais vous savez, c'est comme un ciel qui s'ouvre. Ça fait sombre tout le temps, et on a un ciel qui s'ouvre, et dans l'année,
je pense que qu'est-ce qu'on aura retenu? On aura retenu les 2 minutes de Xavier face à David Pujadas. C'est comme si pendant ce moment-là, on avait eu une lumière, un moment de vérité, et le ciel s'est ouvert, et on a retenu ça. Donc il y a quand même une puissance, face à tout l'ordre établi, il y a quand même une puissance de ces quelques instants-là. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça. Mais enfin... Ah oui. Oui, c'est pour dire que aussi, il y a la nécessité d'incarner, que on parle pas, moi je dis toujours, je vous le lis, parfois on me demande de faire des formations syndicales pour que la presse elle soit refaite et tout ça. Je vois des canards syndicaux, on me parle de précarité, précarisation, néo-précariat, mais je dis aux gens, mais qui c'est là? De qui vous parlez? Donnez-nous des visages, racontez-nous des histoires. On a envie de se battre, pas seulement contre la mondialisation en général, contre le libéralisme, contre la précarité, mais on a envie de se battre pour des gens. Et à un moment, ces thématiques-là, il faut trouver un moyen de leur donner corps, chair, de l'émotion. À gauche, souvent, on passe très vite vers les concepts, vers la théorie. Et je pense que la passion politique, c'est aussi une passion. Ça passe par des corps, ça passe par des intonations, ça passe par tout ça. Et voilà, c'est quelque chose. L'incarnation de l'adversaire et l'incarnation de nos soutiens, c'est quelque chose d'important, quoi. Ok, merci.